Elle a gardé le silence pendant 15 ans. La maîtresse du roi a donné naissance à un enfant de son frère. Le greffier a ouvert le cachet et a ouvert le cahier qu'elle avait remis au garde 1 heure avant l'exécution. Il a commencé à lire à haute voix, et les mots ont choqué tout le monde dans la salle. Le garçon n'est pas le fils du roi, c'est le fils de son frère. Le greffier s'est embrouillé, ses lèvres ont tremblé. Le commandant de la garde jura et lui arracha le cahier des mains. Il courut vers les portes, mais les conseillers se précipitaient déjà à sa rencontre. L'un d'eux frappa du poing sur la table et cria « Fermez les portes, ne laissez sortir personne !» Dans le couloir, une mère gémissait, et dans la cour du palais, les gardes se relayaient. Elle était assise dans une cellule sous l'escalier et écoutait ce bruit comme un grondement sourd. Elle savait que tout était fini. 15 ans auparavant, on l'avait amenée tard dans la soirée. Les roues de la calèche étaient équipées de courroies en cuir, et elle ne se souvenait que du bruit incessant qu'elle faisait. Elle était descendue toute seule, sans attendre l'aide du valet. « Marguerite, de la Maison Roche !» annonça le chambellan, en s'inclinant. Elle regarda autour d'elle. Pas de domestique avec des mâles, pas de parents. « Le roi souhaite que vous viviez tranquillement, » dit le chambellan. « Vos appartements se trouvent dans l'aile nord. 3 personnes sont au courant de votre présence. » Il parlait d'une voix calme, sans lever les yeux. « Je comprends, » dit-elle. Le chambellan regarda les clés. Comprendre est une chose. Se taire en est une autre. Êtes-vous d'accord ? Elle acquiesça. Il fit signe à la servante. Voici Agnès. Elle est sourde. Elle sera avec vous. Marguerite demanda. Pourquoi moi ? Le chambellan haussa les épaules. Le roi n'explique pas ce genre de choses. Elle se souvenait très bien de leur première rencontre. Il était venu la nuit, sans manteau, vêtu d'une simple chemise. Il avait l'air fatigué, avec des cernes sous les yeux. Il s'était assis sur un banc bas, près de la fenêtre, et avait dit « C'est calme ici ». Elle se tenait en face de lui et ne savait pas où mettre ses mains. « Je vous ai vu au tournoi du comte Laure », dit-il sans lever les yeux. « Vous me regardiez comme si j'étais quelqu'un d'ordinaire. » Elle répondit « Je regardais le sang sur vos doigts. Vous aviez retiré votre gant et votre doigt était blessé. » Il sourit. « Je vois. » Il s'approcha et demanda « Acceptez-vous de vivre comme je vous le dirais ? Sans cour, sans fête, sans rumeur ?» Elle répondit doucement « J'accepte. » Il lui prit le poignet. Sa paume était chaude et sèche. « Je me sens en sécurité avec vous. Je vous demande de ne pas me parler comme à un roi. » Elle acquiesça. Il lui souleva le menton et dit « Alors, commençons. » Sa vie devint simple et recluse. Le matin, une cruche d'eau, du pain, du tricot. Agnès allumait le feu, apportait du lait, pliait les draps propres. L'après-midi, le vieux médecin venait vérifier son pouls et faisait semblant d'être venu pour soigner ses maux de tête. La nuit, le roi restait parfois jusqu'à l'aube et s'endormait, la tête renversée en arrière sur le dossier de son fauteuil. Il ne lui parlait ni de la guerre, ni du conseil, mais de la sœur qu'il avait perdue dans son enfance, de la cicatrice sur sa cuisse dont il avait honte. « Ne me regarde pas comme si tu étais mon juge, » lui demandait-il. Marguerite écoutait et acquiesçait. Parfois, elle disait « Mange ». Il mangeait sans demander d'où elle trouvait de la viande chaude en pleine nuit et pourquoi il y avait toujours assez de sel. Elle connaissait le prix de ce silence. Pas de famille, pas de nom à la cour. Elle appartenait à un endroit où l'on ne mettait pas de cachet
sur le papier. Quand il partait à la guerre, il venait avant l'aube, se tenait à la porte et restait silencieux. « Je reviendrai dans un mois », disait-il alors brièvement. Elle s'approchait de lui. « Je t'attendrai. » Il acquiesçait et la serrait contre lui. En guise d'adieu, il lui passa autour du cou une fine chaîne, sans pierre. « Ne la porte pas à la vue de tous, » dit-il. Elle rangea la chaîne dans un coffret. Et après cela, les pièces devinrent vides. Le soir même, son frère, le duc Edelin, vint la voir. Il avait 2 ans de moins, était plus petit et avait les cheveux plus courts. Il entra sans frapper, ce qui la déconcerta. « Votre Altesse, » dit-elle en baissant les yeux. « Êtes-vous libre » Il s'assit sur une chaise près du feu, étendit les jambes et resta longtemps silencieux. « On m'a chargé de veiller à ce que personne ne vous dérange, » finit-il par dire. « Je n'ai besoin de rien, » répondit-elle. Il jeta un coup d'œil à la boîte posée sur la table, mais ne posa aucune question. « Je savais qu'il vous cachait, » dit-il d'un ton neutre. « Je pensais que vous étiez silencieuse. Mais vous m'avez répondu rapidement. C'est rare. » Elle haussa les épaules. « Je suis ici pour le silence. » Il sourit. Le silence n'est pas ce qu'il sait obtenir. Il sait commander. Le silence est un effet secondaire. Elle ne répondit pas. Il commença à venir souvent, toujours seul. Il apportait des lettres du camp, de courtes phrases, un signe que tout allait bien. « Il a demandé d'aérer les pièces, » disait mon frère sans expression. Parfois, il apportait des couteaux de cuisine. « Ceux-là coupent mieux. » Elle demanda. « Ne venez pas la nuit. Il n'y a que moi et Agnès ici. » Il leva les yeux. « Vous avez peur ?» Elle secoua la tête. « Je ne veux pas que cela ressemble à un secret dans le secret. » Il accepta. « D'accord. Je viendrai pendant la journée. » Un jour, il arriva en retard. Ce n'était pas prévu. Il était sobre, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « À la cour, on dit que tu es une sorcière, » dit-il, comme en plaisantant. Elle serra la nappe entre ses doigts. « Je sais faire de la soupe. » Rien de plus. Il s'assit plus près d'elle et parla doucement, sans son habituelle moquerie. « Je suis fatigué. Il y a du bruit dans les chambres, des disputes dans les écuries, des mensonges au conseil. Chez toi, c'est calme. Laisse-moi m'asseoir. » Elle acquiesça. Il posa sa tête sur le bord de la table et ferma les yeux. Il ne dormait pas. Il respirait simplement de manière régulière. Elle lui apporta de l'eau. Il saisit sa main, comme s'il avait peur qu'elle s'en aille. « Ne pars pas, » dit-il. Elle s'arrêta. Il leva la tête et la regarda dans les yeux. « Il est content que tu sois là. Tu es contente d'être là. Et moi ?» Elle répondit doucement. « Tu es le frère du roi. » Il sourit, sans joie. « C'est tout ce que je sais faire. » Il se pencha vers elle et l'embrassa soudainement. Elle recula et dit « Non. » Il recula, comme s'il avait été frappé. « Pardonne-moi, » dit-il. Il se leva, remit ses manches en place et partit. Il ne vint pas pendant 2 jours. Puis il revint et apporta un sac de farine. Il le posa près du poêle et baissa les yeux. Je n'étais pas moi-même à ce moment-là. Elle acquiesça. « C'est ma faute, » dit-elle soudain. « Je n'aurais pas dû vous écouter quand vous vous plaigniez. Je n'aurais pas dû répondre. » Il leva les yeux vers elle. « Tout le monde est responsable, » dit-il. La responsabilité est étalée sur la table, comme des couteaux. Chacun a pris le sien. Il s'approcha. « Tu veux que je parte pour toujours ?» Elle regarda sa main qui tremblait. « Non, » dit-elle. « Venez dans l'après-midi. » Ce jour-là, il s'attarda quand même.
Agnès s'endormit contre le mur, la tête posée sur le panier. Il se tenait près de la fenêtre. Elle posa les tasses sur la table. « Ils disent d'où que tu lui jettes un sort, » répéta-t-il soudainement, avec les mots d'un autre. « C'est ainsi qu'ils expliquent tout ce qu'ils ne comprennent pas. » Elle répondit, « C'est plus simple que ça. Je ne lui pose pas de questions. » Il s'approcha d'elle, mais sans la toucher. « Et moi ?» demanda-t-il. « Tu me poses des questions ?» Elle n'eut pas le temps de répondre. Il l'enlaça. Elle resta immobile quelques instants, puis toucha son épaule et dit « Arrête !» Il s'écarta, mais il était déjà trop tard. Il se pencha à nouveau vers elle, et cette fois, elle ne le repoussa pas. Le lendemain, elle se lava longuement le visage, jusqu'à ce que sa peau rougisse. Elle ne pleura pas. Elle se regarda dans le bassin en cuivre. Le même visage, les mêmes yeux. Agnès remarqua à peine quelque chose. Elle mit la table plus vite que d'habitude. Son frère vint le lendemain et n'entra pas. Il resta dans le couloir et dit « Pas un mot, je ne parlerai pas. » Elle acquiesça derrière la porte. Moi non plus. Ils se séparèrent, comme des gens qui avaient vu plus qu'il ne fallait et qui craignaient désormais un regard de trop. Le roi revint un mois plus tard. Il entra dans la pièce, retira ses gants, la regarda et sourit. « Tu as maigri. » Elle répondit « J'ai beaucoup marché dans la pièce. » Il la serra dans ses bras et ne la lâcha pas pendant longtemps. Cette nuit-là, il dit « Je veux un enfant. » Elle recula. « Comment vas-tu t'y prendre ?» Il sourit. « Nous devrons être prudents. Mais je veux un fils, que personne ne verra avant le moment venu. » Elle se détourna et dit « C'est risqué. » Il s'étonna. « Tu as peur ?» Elle répondit honnêtement « Je n'ai pas peur pour moi. » Il lui caressa les cheveux et murmura « Je m'occuperai de tout. » Elle ferma les yeux et cessa de résister. Une semaine plus tard, elle sentit que tout avait changé. La vieille sage-femme fut la première à s'en apercevoir. Elle vint pour affaire, compta les jours et ne dit rien, mais commença à venir plus souvent. Le roi était content. Il aimait parler de l'avenir. « Je vais lui construire une maison près de la chenille, » disait-il. « Il courra avec les garçons. Personne ne saura de qui il est le fils. Je le dirai le moment venu. » Elle écoutait et se taisait. Son frère venait rarement. Il ne la regardait pas dans les yeux. Un jour, il demanda « Il est au courant ?» Elle acquiesça. « Et qu'est-ce qu'il dit ?» Elle répéta « Il dit qu'il va tout arranger. » Son frère grimaça. Il dit toujours ça. L'accouchement commença pendant la nuit. La sage-femme arriva rapidement, comme si elle attendait devant la porte. Agnès tenait un bol d'eau et déchirait les draps. Marguerite ne criait pas, elle serrait les dents. À l'aube, l'enfant cria de lui-même. La sage-femme le souleva et dit « C'est un garçon. » Agnès se mit à pleurer. Marguerite était allongée et regardait le plafond. Elle savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Le roi entra, sans frapper. Il était pâle et heureux. « Un fils, » dit-il. Il prit le garçon dans ses bras et rit. Puis, il se pencha vers Marguerite. « Tu es douée. » Elle regarda la sage-femme. Celle-ci baissa la tête. Son frère ne vint pas ce jour-là. Elle envoya Agnès lui remettre un mot. « Ne viens pas. Je t'en prie. » Il répondit brièvement. « J'obéis. » Dès les premiers jours, l'enfant fut caché dans la petite maison, près de la chenille, comme le roi l'avait promis. Il s'y rendait lui-même le matin, apportait du lait, s'asseyait sur un banc et berçait le berceau. Il parlait au garçon comme il ne parlait à personne d'autre, des mots drôles, des chansons courtes. « Tu seras courageux, » disait-il. Le garçon tendait les bras vers lui. Marguerite
venait plus souvent la nuit. Elle le nourrissait, arrangeait sa couverture, et dans le silence, on pouvait l'entendre avaler. Elle ne pleurait pas. Elle regardait le visage de l'enfant et y voyait à la fois le roi et l'autre. C'était inimaginable, mais c'était vrai. Elle portait un fil de laine rouge au poignet. La sage-femme avait insisté. Pour que personne ne lui jette le mauvais sort, avait dit la vieille. Marguerite retira le fil 1 semaine plus tard et le brûla dans l'âtre. Son frère commença à apparaître de temps en temps près de la chenille. Il n'entrait pas à l'intérieur. Il s'approchait de la fenêtre, où était accroché une rideau grossier, et écoutait. Un jour, le garçon le vit et s'étira. Le duc leva la main, comme s'il voulait lui faire signe, puis la baissa aussitôt. Il resta immobile, jusqu'à ce que le garçon cesse de le chercher du regard. Puis il s'en alla. Plus tard, lorsqu'ils se croisèrent dans le couloir, il lui dit doucement « Il a les mêmes oreilles que moi. » Elle répondit « Ne dites plus jamais cela. » Il acquiesça. Les années passèrent. Le garçon grandissait vite, maigre et têtu. Il s'appelait Thibaut. C'est ce qu'avaient décidé la sage-femme et le roi. C'est un nom simple, expliqua le roi. Thibaut aimait courir après les chiens, jouer avec les sangles et crier après les oies. Marguerite lui apprenait les lettres la nuit, quand tout le monde dormait. Il comprenait tout très vite, mais ne supportait pas de rester assis. « Reste assis, » lui disait-elle. Il faisait la moue, tout de suite. Le roi entrait en courant, le soulevait et riait. « Allez, montre-moi la lettre. » Thibaut la montrait et en était fier. Dans ces moments-là, Marguerite oubliait tout le reste. Puis, lorsque la porte se refermait, le poids lui revenait. Les rumeurs se propageaient inévitablement. D'abord, dans les chuchotements des servantes près du puits. Puis, la cuisinière dit à voix haute « C'est l'enfant que le roi a caché. » Le palefrenier répondit « Et alors ? C'est un être humain. » Le commandant de la garde les réprimanda et promit de les fouetter. Le duc resta silencieux. Un jour, il dit à Marguerite « Les rumeurs sont comme un tonneau de vin. Si on les laisse, elles fermentent. » Elle proposa « L'emmener ?» Le duc tourna brusquement la tête. « Où ça ?» Elle écarta les bras. « Dans un monastère. » Il frappa du poing sur le montant de la porte. « Non. » Elle recula. Il s'appuya contre le mur et dit calmement « Ne le touche pas avec tes monastères. Il doit courir et rire. C'est tout ce qu'il a. » Elle acquiesça. Elle savait qu'il avait raison. Le roi vieillissait. Le pli sur son nez s'était creusé. Il était difficile de le réveiller. Il restait souvent silencieux, à table, chez Marguerite. Elle sentait que la vie, en dehors de ses appartements, s'animait. La cour se disputait pour savoir qui serait l'héritier. Le roi avait une fille légitime issue de son mariage, mais elle vivait loin. Son mari était originaire du Nord et elle venait rarement lui rendre visite. Les conseillers se bousculaient, lançant les noms de jeunes cousins. Le roi écoutait, sans donner son avis. En revenant vers Marguerite, il s'attardait chaque fois sur son visage et sur le berceau vide près du mur. « Il a déjà 10 ans, disait-il. Bientôt, il sera temps de lui apprendre à manier l'épée. » Elle répondait « Il aime les ceintures, mais l'épée est lourde. » Le roi souriait. « Nous en ferons une plus légère. » Le duc restait sur ses gardes pendant ces années. Il ne se permettait pas de sourire en public, ni de regarder la chenille. Mais un jour, alors que Thibaut avait 12 ans, il arrêta le garçon près de la porte. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Thibaut » répondit le garçon sans détourner le regard. « Quel âge as-tu » « 12 ans.
Le duc hocha la tête. « Tu te bats avec les autres garçons ?»« Parfois. » Le duc se pencha en avant et saisit le poignet du garçon avec une facilité déconcertante. « Frappe !» lui dit-il, en lui montrant comment placer son pied. Thibaut frappa maladroitement. Le duc corrigea son geste. « Voilà, encore une fois. » Au troisième essai, le garçon réussit. Le duc le lâcha et dit d'un ton presque enjoué : « Viens le soir, quand on nourrit les chiens. Je te montrerai quelques techniques. » Marguerite la prit par le garçon. Elle pinça les lèvres. « Ne te vante pas, dit-elle, et ne dis à personne qui t'a appris. » Il s'étonna. « Pourquoi ?» Elle répondit : « Parce qu'il le faut. » Bientôt, tout s'arrêta. Le roi tomba gravement malade et resta alité dans sa chambre. Les médecins chuchotaient dans un coin. Marguerite ne fut pas autorisée à le voir. « C'est la règle, » dit calmement le chambellan. Le duc ne quitta pas le palais pendant des jours. Les conseillers et les confesseurs se réunirent dans la salle. Les filles du roi envoyèrent une lettre dans laquelle elles promettaient de venir, mais sans préciser de date. Ces jours-là, les gardes se mirent à faire plus souvent le tour de la ménagerie. Marguerite était assise près de la fenêtre et repassait les chemises de Thibaut, bien qu'il ne portât plus de vêtements aussi simples. Le roi mourut tôt le matin. Ce jour-là, la ville était silencieuse. Les portes furent fermées. La cloche de la tour sonna longtemps. Marguerite se tenait debout, enlaçant Agnès. Thibaut était assis sur un banc et regardait ses mains. Il ne disait rien, car il ne comprenait pas tout. 2 jours plus tard, le conseil annonça que le duc Hédelin avait été chargé de l'administration provisoire. Sa voix était sourde. Il se présenta devant le peuple vêtu d'un simple manteau noir, sans ornement. Le 3e jour, il ordonna que Marguerite soit amenée en secret, dans l'aile sud. Il entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. « Il est mort, » dit-il. Elle acquiesça. « Je sais. » Le duc s'approcha d'elle et demanda : « Tu gardes le silence depuis 15 ans ? Vas-tu continuer à te taire ? » Elle répondit : « Oui. » Il la regarda d'un air étrange, comme s'il voulait la remercier, et n'y parvenait pas. « Très bien, » dit-il. « Alors, je m'occuperai du reste. » Il se retourna, mais s'arrêta à la porte. « N'allez pas voir le cercueil. Ne le demandez pas. On ne vous laissera pas entrer, et cela vous tourmentera. » Elle s'assit et acquiesça. Après les funérailles, les disputes ont commencé. Certains conseillers parlèrent de la fille. D'autres murmuraient à propos du « garçon de la chenille ». D'autres encore s'écriaient « Mais de quoi parlez-vous ? C'est illégal ». Les habitants de la ville étaient en ébullition. Tous les majordomes chuchotaient avec tous les marchands pour savoir qui avait le sang le plus royal dans les veines. Le duc prit rapidement une décision. Il ordonna que Thibaut soit emmené, pendant la nuit, dans un pavillon de chasse situé non loin de là. Marguerite l'accompagna. Il était assis en face du garçon dans la calèche. « Écoute-moi, » lui dit-il. « C'est calme là-bas. Tu resteras là-bas pendant que je règle tout. » Thibaut demanda : « Qui êtes-vous ? » Le duc sourit légèrement. « Ton oncle. » Le garçon acquiesça. « Et où est ma mère ? » « Tout près. » Marguerite lui prit la main. Il s'y agrippa fermement. Le duc ne tint pas longtemps parole. Une troupe de soldats du Nord, envoyée par le mari de la fille du roi, arriva dans la capitale. Ils s'arrêtèrent aux portes et exigèrent que ses droits soient reconnus. Le conseil commença à gagner du temps. Au même moment, quelqu'un, probablement de la cuisine, vendit l'histoire du garçon à un prêtre de la basilique. Le prêtre vint voir le duc et lui dit
Il faut faire taire les rumeurs. Laissez-moi voir l'enfant. Le duc répondit sèchement. Non. Le prêtre pinça les lèvres. Alors je porterai la question devant le chapitre. Allez-y, lança le duc. Il comprit que cette porte s'ouvrait sans lui. Marguerite fut arrêtée 1 semaine plus tard. Ce n'est pas le duc qui prit cette décision, mais le conseil. Vous êtes accusé de débauche et de calomnie envers le trône, déclara froidement le juge. Elle se tenait dans une salle lumineuse, les mains liées par des sangles. « Je me suis tue, » répondit-elle. Le juge dit « Le silence est aussi une action. » On la conduisit en bas, dans un escalier humide, aux marches ébréchées. Agnès tenta de se frayer un chemin jusqu'à elle, mais on la repoussa. Marguerite se retourna et eut juste le temps de crier « Surveille-le » Agnès acquiesça, en pressant ses paumes contre sa poitrine. On lui accorda 3 jours avant le procès, pour réfléchir. La cellule était vide. Elle s'assit contre le mur, ferma les yeux, et se remémora chaque nuit, chaque sourire, chaque petit détail. Le 2e jour, on amena le duc. Il se tint devant les barreaux, sans s'approcher. Les gardes se retirèrent au bout du couloir. « J'ai essayé, » dit-il simplement. « Je sais, » répondit-elle. Il baissa la tête. Ils exigent des preuves pour faire disparaître le garçon. Et ils aiment le mot « preuve ». Ils aimeront n'importe quelle saleté. Elle leva les yeux vers lui. « Et qu'est-ce que tu aimes ?» Il tressaillit. « Moi ? J'aime quand il rit. Et quand il demande « pourquoi ?» Et quand tu dis « bien sûr » au lieu de « oui ». Ils restèrent silencieux. Il dit « Si tu dis la vérité, ils te tueront et le laisseront en vie, mais pas en tant que roi. Si tu te tais, ils le tueront. Ils regardent déjà dans cette direction. » Elle ferma les yeux. « Ne dis pas ça, » murmura-t-elle. Il jeta un coup d'œil aux gardes et se rapprocha à nouveau. « Choisis. » Elle demanda. « Et toi, que choisirais-tu » Il répondit, tout aussi doucement. « Je choisirai qu'il vive. » Elle soutint son regard et acquiesça. « Alors faisons ainsi. » La nuit du 3e jour, elle demanda du papier et de l'encre au scribe. Le scribe était jeune, il avait les épaules étroites et le regard inquiet. Il demanda « Pourquoi ?» Elle répondit « Je vais faire ce que vous n'avez pas le courage de faire. » Il apporta des feuilles et une bougie. Elle écrivit longtemps, traçant des lettres soignées. Elle cita des noms, des dates, répéta des mots simples. Pas de détour, pas de tendresse. Le garçon n'est pas le fils du roi, c'est le fils de son frère, écrivit-elle dans les premières lignes. Elle décrivit ensuite le jour où le duc était entré dans sa chambre pendant la nuit et ce qui s'était passé ensuite. Elle ne se justifia pas. Elle ne pleura pas. Elle écrivit de manière à ce que même un garde stupide comprenne ce qui s'était passé. À la fin, elle ajouta « Je me suis tue parce que j'avais peur. Maintenant, je ne peux plus me taire. Si ma voix peut le sauver, qu'elle le sauve. » Le matin, le greffier ouvrit le cahier et lut les premiers mots en présence des témoins. Puis la fièvre commença. On appela immédiatement le duc. Il entra dans la salle, prit le cahier et ne discuta pas. « Donnez-moi 1 heure, » dit-il. On ne la lui accorda pas. « Immédiatement, » répéta le juge. Le duc regarda le greffier, les gardes, les 2 conseillers dont les yeux brillaient. « Très bien, » dit-il. « Alors écoutez-moi. Ne touchez pas au garçon. Il ne savait rien. Il n'est pas coupable. » L'un des conseillers sourit. « Il est le mensonge incarné. » Le duc se pencha en avant. « Un mot de plus, et je te traîne dehors. » L'homme recula.
Le procès fut organisé à la hâte. Les prêtres récitèrent des prières, les juges posèrent des questions dont les réponses étaient déjà écrites sur le papier. Marguerite se tenait droite et regardait droit devant elle. On lui donna le droit de prononcer le dernier mot. Elle dit : « J'ai commis ce que vous appelez un péché. Oui, mais ce que vous voulez faire est pire. Vous voulez tuer un enfant parce qu'il est né. On ne peut pas faire ça. » Le juge se cala dans son fauteuil. Personne ne tuera cet enfant. Elle comprit qu'il disait la vérité, mais cela ne l'apaisa pas. Le juge leva la main. La sentence est la mort par décapitation. Elle sera exécutée demain. Pendant la nuit, le duc revint. Il apporta les clés et murmura : « Allons-y. » Elle secoua la tête. « Non. » Il agrippa les barreaux si fort que ses jointures blanchirent. « Je vais t'emmener. Nous partirons par les cours. Tout est prêt. » Elle répondit avec obstination. « Alors pourquoi ai-je écrit ?» Il ferma les yeux. « Pour sauver l'enfant. Nous l'avons sauvé. Il est en route avec Agnès. Ils vont partir à la mer. » Elle soupira. « Alors, tu as fait ton choix. » Il ouvrit les yeux. « J'ai choisi ce que tu m'as demandé. » Elle sourit à peine. « Alors pars. » Il demanda soudain. « Tu me détestes ?» Elle répondit honnêtement. « Je l'aime. Et toi ? Je ne sais pas. Je te vois comme un couteau sur la table. Il est nécessaire. Il coupe. Il laisse des traces. » Il recula. « Je comprends. » Il se retourna et partit sans se retourner. Elle s'adossa contre le mur et ferma les yeux. À l'aube, on la conduisit dans la cour. Les gens se tenaient serrés, mais un silence étrange régnait. Le bourreau était petit, avec de larges paumes. Il ne levait pas les yeux. Le prêtre murmurait quelque chose à côté, mais elle ne l'écoutait pas. Elle leva la tête et vit dans la foule le greffier. Il tenait un cahier contre sa poitrine et tremblait. « Faites en sorte qu'il soit lu là où il faut, » dit-elle. Il acquiesça. 2 conseillers, les mêmes, se tenaient à côté. L'un murmura à l'autre : « Maintenant, tout est plus simple. » Elle tourna la tête vers eux et dit clairement : « C'est plus facile pour vous, mais seulement pour l'instant. » Ils détournèrent le regard. On lui banda les yeux. Elle demanda : « Non, ne faites pas ça. » Le bourreau s'arrêta et défit le nœud. « Comme vous voulez. » Elle regarda courageusement la plateforme, le bord de l'échafaud. Elle demanda : « Donnez-moi un foulard. » Le bourreau lui tendit un tissu propre. Elle attacha ses cheveux derrière sa tête. « Je suis prête. » Le bourreau acquiesça. Elle posa sa nuque sur le bord. Pendant une seconde, elle vit la couleur du bois et les éraflures laissées par les coups précédents. Elle entendit quelqu'un murmurer son nom. Elle ne tourna pas la tête. Il leva la hache. Le coup fut rapide. La foule ne se dispersa pas tout de suite. Les gens restèrent debout, comme s'ils attendaient encore des paroles. Le prêtre couvrit son visage d'un drap. Le greffier restait immobile, toujours au même endroit. Le duc n'était pas sur la place. À ce moment-là, il se précipitait vers la porte sud pour s'assurer qu'Agnès et le garçon étaient bien partis. Le palefrenier en qui il avait confiance lui fit signe. Le duc monta en selle et dit « Partez ». Il retourna au château, sans garde et sans programme pour la journée. Après l'exécution, le conseil se réunissait presque tous les jours. Le document qu'elle avait rédigé fut lu 3 fois, par les conseillers, les prêtres et les propriétaires terriens les plus proches. Certains se sentirent soulagés, d'autres plus mal. La fille du roi envoya un messager. « J'arrive. » Le duc prit les sceaux et envoya des lettres. La couronne
passe par droit de mariage. Il signait d'une main ferme, sans pause. La nuit, il venait dans la chambre vide où Marguerite avait vécu pendant 15 ans et s'asseyait sur le banc près de la fenêtre. Il regardait le coffret posé sur la table. Il ne l'avait ouvert qu'une seule fois. Il contenait une fine chaîne sans pierre. Il la remit à sa place et referma le couvercle. « Je ne touche pas à ce qui n'est pas à moi, » se dit-il. Thibault voyageait vers le sud avec Agnès et restait silencieux. Il ne demandait pas pourquoi il partait. Agnès le serrait contre elle lorsque la charrette rebondissait sur les bosses. Elle sortait un sac en toile contenant du pain sec, en cassait des morceaux et les glissait dans sa main. « Mange, » disait-elle. Il mâchait lentement. Le premier soir, lorsqu'ils s'arrêtèrent à l'auberge, il demanda « Où est maman ?» Agnès ne savait pas parler clairement, mais elle devait maintenant le faire. Elle pointa son doigt vers le ciel, puis pressa sa main contre sa poitrine et ferma les yeux. Il comprit, mais pas tout de suite. Il s'assit près du feu et regarda les flammes. Le palefrenier, le plus fiable, s'approcha de lui. « Ta mère était courageuse, » dit-il. Thibault acquiesça. « Ton oncle a ordonné de te protéger. » Thibault leva soudain les yeux. « Qui est-il » Le palefrenier répondit simplement « Ton père. » Agnès poussa un cri et couvrit la bouche du palefrenier de sa main. Le palefrenier la repoussa doucement. Qu'il sache. Thibault resta longtemps assis, immobile. Puis il demanda « Pourquoi tout le monde se taisait-il » Le palefrenier répondit « Pour que tu puisses vivre. » Le garçon ne pleura pas. Il s'allongea simplement sur la paille et regarda longuement le plafond. Puis, il s'endormit. Pendant ce temps, dans la capitale, on préparait le couronnement de la fille. Le duc se tenait à côté, comme il se doit. Les gens chuchotaient. Il a renoncé à la couronne et a sauvé sa vie. Il ne réagit pas. Il fit ce qu'il jugeait nécessaire et ne donna aucune explication. Le 5e jour après l'exécution, il ordonna d'emprisonner 2 conseillers, ceux-là même qui souriaient sur l'échafaud. « Pour incitation au meurtre d'un enfant », déclara-t-il. « L'enfant est vivant, » lui répondit-on. Il répliqua. « Exactement. Mais j'ai entendu vos paroles. » Ils furent détenus pendant 3 semaines, puis relâchés, mais privés de leurs fonctions. Le duc ne les regarda pas dans les yeux lorsqu'il signa les décrets, les destituant. Agnès et Thibault arrivèrent dans un petit port au sud. Là, un vieux pêcheur, à qui le duc avait autrefois rendu service, les attendait. Le pêcheur prit silencieusement le garçon par l'épaule et l'emmena dans une petite maison, près du quai. « Vous vivrez ici, » dit-il. Agnès acquiesça et se mit aussitôt à essuyer la table avec un chiffon humide. Thibault sortit sur le rivage et s'accroupit. Il regardait les hommes tirer leurs filets, les garçons courir avec leurs cordes, le chien aboyer après le chat boiteux. Il ne pensait ni à son titre, ni à son sang. Il pensait à l'endroit où trouver un couteau pour couper la corde et à la manière de fixer le bâton pour qu'il ne tombe pas de ses mains. C'était là que résidait sa force. 1 an plus tard, une lettre du duc arriva. Elle fut apportée par le même palefrenier. La lettre ne contenait pas de mots superflus. « Vis, apprends à lire et à compter. Je vais engager un professeur. Je viendrai bientôt. » Thibault regarda Agnès. Elle acquiesça. « Il viendra, » dit-elle de sa voix étrange. Le garçon rangea la lettre dans le coffre et continua à réparer le filet. Il savait déjà faire des nœuds mieux que n'importe quel adulte. Le pêcheur riait et lui tapait dans le dos. « Tu es rapide. » Thibault se taisait et acquiesçait. La nuit, il se réveillait
et écoutait le silence. Il n'aimait pas le silence. Mais maintenant, c'était le sien. Il pensait à sa mère, par petits bouts. Elle a dit que je ne pouvais pas, lui venait à l'esprit. Elle a dit que je devais. Il n'essayait pas de relier ces deux bouts pour former une seule vérité, car il comprenait qu'ils étaient tous les deux vrais. Le duc n'est pas venu. 6 mois plus tard, la nouvelle est arrivée, qu'une nouvelle dispute avait éclaté dans la capitale. Les gens du Nord voulaient plus. La reine exigeait que le conseil soit plus proche de son peuple. Le duc se défendait comme il pouvait. Il n'était ni doux, ni cruel. Il était têtu. Le jeune greffier rédigeait ses documents et, un jour, à la fin d'une longue liste d'instructions, il ajouta de son écriture irrégulière « Je garde toujours son cahier ». Le duc répondit en un seul mot « Garde-le ». Les années passèrent. Thibaut grandit. Il apprit à manier l'épée, même s'il ne l'aimait pas. Le professeur envoyé par le duc lui enseignait le latin, le calcul et l'écriture. Thibaut écrivait avec une écriture soignée, comme sa mère. Un jour, il s'assit à sa table et recopia à la main la phrase qu'Agnès lui avait rapportée, montrant ses doigts « Le garçon n'est pas le fils du roi, c'est le fils de son frère. » Il regarda longuement ces mots, puis froissa la feuille et la brûla. Il comprit que cette phrase n'était ni une épée, ni un bouclier. C'était à la fois une clé et une serrure. Il décida de vivre comme s'il n'avait pas les clés. La reine vieillissait plus vite que prévu dans la capitale. De nouveaux visages firent leur apparition au sein du conseil. Et le duc ne jouait plus le premier rôle. Il cessa de se rendre la nuit dans cette pièce vide. Il commençait à comprendre que toutes ses décisions ne coupaient plus les cordes, mais tiraient les nœuds. Le greffier apportait les papiers. Le duc signait. À la fin de chaque année, il envoyait de l'argent dans le sud, avec une petite note « Étudie ». Un jour d'hiver, il reçut une réponse écrite d'une écriture ferme, déjà adulte. « J'étudie. Je suis en vie. Merci. Thibaut. » Le duc lut, posa la lettre sur la table et resta longtemps assis, immobile. Puis il appela le greffier. « Remets les affaires à plus tard. » 2 années supplémentaires s'écoulèrent ainsi. À la fin de la 3e, la nouvelle arriva que le pêcheur avait été emporté pendant la pêche et que la petite maison près du quai était désormais vide. Agnès ne pouvait pas s'en sortir seule. Le duc envoya 2 hommes pour les transporter dans un domaine voisin, où ils seraient plus en sécurité. Thibaut ne discuta pas. Il monta dans la charrette et partit. Dans le nouveau domaine, il y avait une école pour les garçons de marins, petite, sans prétentions urbaines. On lui donna un lit et une table. Il apprit plus vite que les autres et s'enferma dans le silence. Il souriait rarement. Il répondait par des phrases courtes. Le professeur, un homme sévère, lui dit un jour « Ta douleur ne disparaîtra jamais si tu la nourris de ton silence. » Thibaut répondit « Je ne me tais pas. Je travaille. » Le professeur ne discuta pas. 10 ans après l'exécution, la situation a changé dans la capitale. La reine est morte après une maladie, sans laisser de fils. Le conseil a choisi un nouveau régent pour son neveu. C'est à nouveau le duc Édelin qui a été choisi. Il a accepté cette lourde responsabilité et s'en est chargé. La première chose qu'il a faite a été d'ordonner l'ouverture de la pièce isolée dans l'aile nord. On a aéré la pièce, fait entrer des gens, tout nettoyé, tout fouillé. Le duc est entré en dernier. Il a pris le coffret sur la table et l'a rouvert. La chaîne était toujours là. Il la passa à son poignet, l'enroula autour de son bras, comme un bracelet. Il dit « Allons-y ».
Le greffier, qui se tenait à côté, demanda « Où ça ?» Le duc répondit « Vers le sud ». Il partit dans la nuit, accompagné d'un seul garde. La rencontre n'eut pas lieu. Ils se croisèrent sur la route. Les émissaires du duc, qu'il avait envoyés plus tôt, avaient accéléré la caravane de Thibaut, craignant une attaque de brigands. Le duc chevauchait à leur rencontre et changea 3 fois de chevaux, mais il n'arriva pas à temps. Lorsqu'il arriva au domaine, on lui dit « Ils sont partis vers la mer ». Il serra les dents. Il continua sa route. Au 3e poste de garde, on l'arrêta. Tempête. La route est impraticable. Il descendit de cheval, s'assit sur les pierres, et pour la première fois depuis de très nombreuses années, se permit de baisser la tête entre ses mains. Il resta ainsi assis un court instant, puis se leva, ordonna de faire demi-tour, et repartit. Le même jour, dans la capitale, on trouva un greffier égorgé. Quelqu'un avait décidé que le cahier était resté trop longtemps dans la boîte. Les gardes trouvèrent la boîte vide. Le duc revint et resta assis jusqu'à la nuit, tenant la chaîne dans sa main. « Qui ?» demanda-t-il. Le commandant des gardes resta silencieux. « Qui ?» répéta le duc. Personne ne répondit. Il regarda la boîte vide et dit « Le cahier n'est plus nécessaire maintenant. » Il comprit que le papier avait fait son temps. Il avait sauvé l'un et tué l'autre. Il ordonna d'enterrer le greffier avec les honneurs. Il marcha dans le couloir, et le bruit de ses talons résonnait comme des battements de cœur dans une salle vide. 15 ans après ce matin, où le greffier avait lu à haute voix les premiers mots, le port où vivait Thibaut s'éveilla comme d'habitude. Les hommes se traînèrent jusqu'au bateau. Agnès toussa et se couvrit de sueur. Elle avait de la fièvre. Thibaut était assis, près de son lit, changeait ses linges humides, lui donnait à boire. Elle le regardait de ses yeux troubles et essayait de dire quelque chose. Il se penchait vers elle. Elle murmurait, trébuchant sur ses mots. Elle se tenait droite. Il acquiesçait. « Je m'en souviens. » Il lui tint la main jusqu'à ce que son pouls s'éteigne. Il s'assit par terre et enfouit son visage dans ses mains. Puis il se leva, la couvrit d'un drap propre et rejoignit les pêcheurs. « Il faut un prêtre, » dit-il. Les hommes se levèrent et allèrent faire le nécessaire. Le soir même, une calèche noire, sans armoirie, entra dans le port. Un homme en cape, déjà grisonnant, en descendit. Thibaut ne le reconnut pas tout de suite. Ce n'est que lorsqu'il s'approcha qu'il vit les yeux qui, autrefois, le regardaient à travers le rideau de la fenêtre de la chenille. Le duc retira sa capuche. « Je suis en retard, » dit-il, en regardant la porte de la maison. « Oui, » répondit Thibaut. Ils restèrent debout, ne sachant que dire. Le duc tendit la main. « Je suis ton père. » Thibaut ne prit pas sa main. Il demanda « Êtes-vous venu me chercher ?» Le duc secoua la tête. « Je suis venu te voir. » Thibaut hocha lentement la tête. « Regarde. » Il recula d'un pas. Le duc le regarda simplement comme un homme, ses épaules, ses mains, son visage. « Tu me ressembles, » dit-il doucement. « Et tu lui ressembles aussi. » Thibaut répondit « Je ressemble à celle qui m'a élevé. » Le duc acquiesça à Agnès. Le silence devint pesant. Thibaut fit un mouvement, comme s'il voulait partir, mais s'arrêta. « Avez-vous lu son journal ?» demanda-t-il. Le duc détourna le regard. « Non, je savais ce qu'il contenait. Je n'ai pas pu. » Thibaut réfléchit et dit « Moi non plus, je n'aurais pas pu. » Ils se tenaient côte à côte, et cette position en disait plus long que n'importe quel discours. Le duc resta 3 jours au port. Il ne dit à personne qui il était. Il aida Thibaut
à enterrer Agnès. Il marcha derrière le cercueil, tenant son chapeau à la main. Les gens le regardaient et voyaient un étranger au visage fatigué. Après les funérailles, il sortit une boîte de sous son manteau. La même. Il l'ouvrit et en sortit la chaîne. « C'est à elle, dit-il. » Thibaut ne la prit pas. « Gardez-la. » Le duc acquiesça et rangea la chaîne. Il s'assit sur un banc contre le mur et se mit à parler en regardant le sol. « Je ne sais pas quoi vous dire. Je sais seulement que vous avez vécu parce qu'elle a dit la vérité. Et elle est morte parce que je suis entré un jour dans la chambre d'une autre. » Il leva la tête. « Je ne te demande pas pardon. Je n'en ai pas le droit. Je te demande de continuer à vivre. » Thibaut répondit. « Je vis déjà. » Le duc sourit faiblement. « Alors peut-être ai-je au moins fait cela correctement. » Le 4e jour, il partit. Il n'y eut ni embrassade, ni promesse. Il dit simplement « Si tu as besoin de moi, viens dans la capitale. Tu me trouveras facilement. Je suis toujours là. » Thibaut acquiesça. « Je viendrai, si j'en ai besoin. » Ils se serrèrent la main, sans un mot. Le duc monta dans sa calèche et partit. Thibaut resta debout, à regarder les roues rouler sur la pierre. Il ne pleura pas. 1 an plus tard, un nouveau tumulte éclata dans la capitale. Le nouveau régent, un homme du Nord, voulut réexaminer les anciennes affaires. Il sortit le procès-verbal de son procès des archives. Il voulut relancer la discussion sur le garçon de la chenille. Le duc resta assis pendant la séance et garda longtemps le silence. Lorsque le nouveau régent eut fini de parler, il se leva. « Je vais clore cette affaire aujourd'hui, et pour toujours, » dit-il. Il sortit de sa manche une fine chaîne et la posa sur la table. « C'est tout ce qui me reste de cette femme. Cela suffit pour me taire. Le reste ne vous regarde pas. » Le nouveau régent tenta de protester. Le duc le regarda d'un air si sévère qu'il se tut. « Vous êtes un homme fatigué, » dit le régent. Le duc répondit « Je suis un homme qui a de la mémoire. » Le conseil se tut. Les papiers furent rangés. La question fut close sur le papier. Elle continuait de vivre dans les esprits, mais plus discrètement. Thibaut, quant à lui, retourna à ses filets. Il travaillait comme avant. Parfois, des inconnus s'approchaient de lui et lui demandaient son nom. Il répondait « Thibaut », et c'était tout. Il n'ajoutait rien. Un jour, un jeune homme aux mains habiles s'approcha du quai et demanda s'il y avait du travail. Thibaut lui demanda « Comment t'appelles-tu » Le jeune homme répondit « Paul ». Thibaut acquiesça. « Tu sauras couper une corde » ? « Oui. »« Alors prends le couteau. » Le jeune homme prit le couteau et se mit au travail. Une semaine plus tard, il demanda à Thibaut « Et toi, qui es-tu » Thibaut répondit « Celui qui t'apprendra à ne pas tomber du bateau. » Ils n'y revinrent plus. Plusieurs années passèrent encore. Le duc mourut en chemin, avant d'avoir atteint la porte sud. On le ramena dans la capitale pendant la nuit. Le nouveau greffier, qui écrivait moins bien que le premier, consigna tout comme il se devait. Des gens froids assistèrent aux funérailles, beaucoup d'entre eux espérant une autre issue à sa vie. Thibaut l'apprit par ce même palefrenier. Le palefrenier arriva au port et dit « Il est mort, et c'est tout. » Thibaut acquiesça et se dirigea vers l'eau. Il ne pria pas. Il s'assit au bord du quai et resta assis longtemps. Puis il revint et se mit au travail. Un jour, alors qu'il avait déjà plus de 30 ans, un garçon aux yeux noirs est arrivé au port. Il tenait un couteau dans sa main et parlait fort. Il ressemblait à Thibaut, à cet âge. « On m'a dit que tu m'apprendrais, »
a-t-il déclaré. Thibaut l'a regardé et a dit « Qui a dit ça ?»« Le vieux palefrenier de la capitale. » Thibaut a gloussé. « J'enseigne à tous ceux qui entendent du premier coup. »« Tu entends ?»« J'entends. » Thibaut a hoché la tête. « Alors écoute, ce n'est pas le lieu pour les longs discours. Ici, on fait son travail et on se tait. » Le garçon a hoché la tête et s'est tu. Marguerite était restée dans la mémoire de ceux qui se trouvaient sur la place. Il parlait d'elle, à voix basse, sans fioriture. Elle se tenait droite, disaient les anciens. Elle s'est couverte la tête elle-même avec son foulard. Elle n'a pas demandé grâce. Ces phrases circulaient comme des pièces de monnaie, de main en main. Personne ne vérifiait leur authenticité. Elles étaient telles qu'elles devaient être. Le cahier n'a jamais été retrouvé. Certains disaient qu'il avait été brûlé, d'autres qu'il avait été caché dans un mur, d'autres encore que le greffier avait réussi à l'emporter dans un monastère au nord. Personne ne peut le prouver. Mais cela n'a pas d'importance. Les mots qu'elle avait écrits avaient fait leur effet. Ils l'avaient tué et avaient sauvé l'enfant. Ils avaient blessé le cœur fraternel et avaient sauvé la ville. Ils avaient laissé une chambre vide dans l'aile nord et une chaîne dans un coffret. Ils avaient laissé un homme sur le quai et ses réponses laconiques. L'automne dernier, lorsque Thibaut eut mal à la main à cause d'une vieille blessure, il s'assit à l'entrée de la grange et regarda les nouveaux garçons transporter les filets. Paul était devenu l'aîné. Il commandait, grondait, mais partageait honnêtement la prise. Le garçon aux yeux noirs, désormais adolescent, s'approcha de Thibaut. Il s'assit à côté de lui et lui demanda « Tu avais une mère ?» Thibaut répondit « Oui. » Le garçon attendit patiemment et demanda « Comment était-elle » Thibaut répondit « Elle se tenait droite. » Le garçon hocha la tête. « Je comprends. » Ils restèrent assis en silence. Le garçon reprit. « Et ton père ?» Thibaut regarda l'eau où se balançait le bateau. « Un père qui est venu et reparti, » dit-il. Le garçon hocha la tête et ne posa plus de questions. Pendant la nuit, Thibaut se réveilla à cause d'une douleur dans la main. Il s'assit, se frotta l'épaule, se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Il ouvrit un vieux coffre, en sortit des lettres et les posa sur la table. Il ne les lut pas. Il les rangea simplement avec soin. Il posa dessus un petit ruban qui servait autrefois à attacher les cheveux. Il ne se souvenait pas d'où il venait. Peut-être d'Agnès. Peut-être de sa mère. Il ne chercha pas à trouver la réponse. Le matin, il retourna à ses filets. Il faisait ce qu'il savait faire. Il ne cherchait pas à rencontrer la couronne, ne pensait pas au trône, ne faisait pas de projet. Il vivait des jours simples et faisait des choses simples. Il avait appris à parler de manière à être compris du premier coup. Quand on lui demandait comment continuer à vivre après le malheur, il répondait « se relever, faire ce qu'on peut, se taire quand les mots font du mal ». C'est elle qui lui avait appris cela, elle qui était restée silencieuse pendant 15 ans, puis avait prononcé une phrase qui avait changé tout le monde. C'est ainsi que les choses se sont passées. L'histoire s'est terminée, là où elle avait commencé, dans la salle où l'on lit les mots des autres. Mais désormais, plus personne ne voulait la lire à haute voix. Les gens avaient appris à garder la vérité secrète, comme un couteau dans son étui. Ils la gardaient non pas pour la montrer, mais pour se souvenir où elle se trouvait, au cas où ils en auraient besoin. Et dans le port vivait un homme, nommé Thibaut, qui coupait les cordes rapidement et proprement, et savait garder son regard. Il ne se disait pas « fils du roi » ou « frère du roi ». C'était un homme
que la mort d'un autre avait sauvé. Il vécut une vie sans titre et mourut une nuit dans son lit, sans crier, ni demander de témoin. Sur sa table se trouvait un coffret, au fond vide. La chaîne avait disparu depuis longtemps. Elle était peut-être portée par l'homme qui signait les décrets, alors que plus personne ne voulait les lire. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'était autre chose. Une femme avait gardé le silence pendant 15 ans. Puis, elle avait raconté ce qui s'était passé. Et par cela, elle avait fait plus que n'importe quelle épée, et plus mal que n'importe quelle condamnation. Son nom n'était pas inscrit sur les blasons, mais il restait là où les gens parlent brièvement et honnêtement. Quand quelqu'un au port demandait « Qui es-tu » Thibault répondait « Je suis